ravi de vous accueillir pour ce nouvel entretien croisé du club Les Legal Changers, un club qui a été créé par l'EDHEC Augmented Law Institute avec le soutien de Septéo Legal Suite, qui rassemble des directrices et des directeurs juridiques d'entreprises de taille et de secteurs différents et qui ont toutes et tous pour point commun d'être des changeurs, des transformeurs ou des transformateurs du droit dans l'entreprise. Et donc pour cet entretien, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Legac, Alexandre Menet. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis je vous laisse tous les deux vous présenter qui vous êtes, votre rôle dans l'entreprise, et puis quelle est votre direction juridique, à quoi ressemble-t-elle? Sabine? Merci Christophe, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc, je suis Sabine Legac, j'ai 49 ans et 4 enfants. Je suis directrice juridique du groupe EDF depuis maintenant 5 ans. J'ai fait toute ma carrière au sein du groupe EDF en appui à tous les métiers du groupe, un groupe que j'adore. Et donc mes responsabilités aujourd'hui, c'est de diriger cette belle filière juridique du groupe composée d'à peu près 550 juristes qui sont en appui de tous les métiers, toutes les géographies du groupe pour sécuriser leurs activités et créer un maximum de valeur en appui à la stratégie du groupe. Merci Sabine. Alexandre? Oui, merci. Bonjour à tous. Merci Christophe. Je suis ravi de pouvoir participer avec Sabine à cet événement. Alors, moi, effectivement, je m'appelle Alexandre Menet. J'ai rejoint L'Oréal il y a 2 ans. Voilà, une direction juridique en pleine transformation, on va avoir l'occasion d'en parler. Nous sommes à peu près 450 dans le groupe. Voilà, cette direction juridique, elle est composée à la fois de très grands experts du droit et puis en même temps aussi des juristes très opérationnels que nous avons dans les différents pays où L'Oréal opère. Et on va avoir l'occasion de parler de tout ça. Alors avant justement, merci beaucoup Alexandre, avant justement de commencer un petit peu à parler de vision, de mission, de stratégie, peut-être vous demander, selon vous, en quelques mots, qu'est-ce qu'un legal changer, un changeur ou un transformeur du droit dans l'entreprise? Je me lance peut-être, Alexandre, si ça te va. Pour moi, c'est un passionné de la mission des juristes, un passionné de droit, plein d'enthousiasme, qui est toujours mu par une envie d'avancer, de délivrer le meilleur service, avec une conviction profonde que les équipes sont capables d'apporter de la valeur, d'apporter de la performance à l'entreprise, et donc dans un renouvellement permanent, avec un entraînement des équipes mues par cet enthousiasme. Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire Sabine. Pour compléter, il y a cette notion effectivement de création de valeur qui est déterminante. Et puis aussi, alors après c'est une vision plus personnelle, mais de quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec. Parce que, en fait, quelqu'un qui va prendre des risques. Et je crois que ce sera aussi qui est important. Alors parfois, pour le juriste, ça peut être un petit peu contradictoire en disant « tiens, non, comment je peux prendre des risques ?» Mais oui, pour moi, c'est déterminant parce que le plus grand risque, en fait, c'est de ne pas prendre de risques. Et donc voilà, moi, je suis très attaché à essayer. Essayer, c'est vraiment le message qu'en permanence, je peux donner aux équipes. Et donc le changer, c'est celui qui va essayer, tester, avoir la possibilité de faire transformer effectivement un petit peu les choses. Merci à tous les deux. Alors je l'évoquais il y a quelques secondes, je vous propose qu'on commence sur un premier pilier, une première dimension qui est celle de la vision, de la stratégie, des missions de la direction juridique. Comment avez-vous fait ou comment faites-vous, puisque on évoquait tout à l'heure, la transformation c'est un voyage, c'est pas quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain. Comment faites-vous pour justement aligner la vision de votre filière juridique ou votre direction juridique avec la vision, la stratégie de l'entreprise, que ce soit EDF ou L'Oréal, qui j'imagine ne sont pas figés, ça évolue si ce n'est en permanence mais régulièrement. Donc comment vous y prenez? Alexandre? Je peux commencer. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, bien entendu, c'est déterminant de réaligner avec la stratégie du groupe. Alors, ça fait partie aussi, je fais une parenthèse, des obligations, en tout cas, et en termes de mindset qu'on va demander aux équipes. Souvent, moi, je suis surpris que les équipes ne s'intéressent pas aux résultats financiers de l'entreprise, ne connaissent pas, en fait, véritablement les produits, ce genre de choses. C'est déterminant, parce qu'en fait, ça donne du sens aussi un peu à ce que je vais pouvoir faire dans mon quotidien. Donc, il y a cet alignement qui est essentiel, bien entendu. Et puis ensuite, après, l'idée, c'était bien entendu, en tout cas dans le cadre de la transformation qu'on a lancée, c'est de faire quelque chose vraiment complètement bottom-up. Et donc de faire en sorte que
tout le monde puisse s'emparer de la transformation juridique, donc la transformation pardon, de l'équipe. Donc une approche complètement bottom, mais très aussi portée vers, bien entendu, nos users. Donc c'est en fait ce qu'on peut appeler, alors même si le mot peut paraître un petit peu old-fashioned maintenant, mais le user-centric, pour moi c'est déterminant. On ne fait pas une transformation pour se faire plaisir, en fait. Il faut que, bien entendu, je le disais par rapport à la stratégie de l'entreprise, mais au-delà de ça, d'être vraiment très très proche des besoins du business. Souvent, les juristes peuvent avoir tendance, en fait, à faire un petit peu de nombrilisme ou de se faire plaisir eux-mêmes. Ce qui est essentiel, en fait, c'est de fitter, bien entendu, et dans un environnement, on le voit bien, et Sabine partagera, je pense, cet avis, où on est dans une espèce de monde systémique, où tous les jours, il y a quelque chose qui peut se passer. Et donc, cette capacité, en fait, à pouvoir s'adapter en permanence nécessite qu'effectivement, lorsqu'on est dans une transformation, on soit le plus proche de la réalité quotidienne du business, mais aussi, bien entendu, qu'on embarque l'intégralité des équipes. Je partage complètement cette nécessité d'être complètement tourné sur les besoins de nos interlocuteurs des différents métiers du groupe. Assez concrètement, pour bien aligner toute la filière juridique sur la stratégie du groupe, en fait, on a construit quelque chose à 3 niveaux. D'abord, un partage vraiment très récurrent et très approfondi sur la stratégie elle-même, qui s'appelle le projet d'entreprise aujourd'hui chez EDF, avec beaucoup d'échanges avec les équipes sur le sens pour que les équipes comprennent, sachent toutes où on va au niveau du groupe, y compris s'agissant des métiers qu'ils n'appuient pas, pour que tout le monde ait cette vision à la fois globale de la stratégie et des enjeux des métiers qui l'appuient. Ensuite, on a la feuille de route de la direction juridique, de la filière juridique, qui est construite en expliquant comment elle sert ce projet d'entreprise, avec des objectifs au service des différents business, des différents piliers du projet d'entreprise, et quelques objectifs propres aussi à la filière juridique, comme sécuriser les intérêts du groupe dans la durée, gagner des contentieux, ça c'est vrai quelle que soit la stratégie, comme se transformer, ça aussi on l'a mis dans notre feuille de route. Donc en gros, on a en général 3 grands axes stratégiques dans notre feuille de route qui servent le projet d'entreprise et 2 axes propres. Et ensuite, les objectifs de chacun des juristes sont définis avec une obligation de résultat. On demande à chacun, on a trouvé 4 verbes qui définissent bien le résultat attendu des juristes. Ils doivent maîtriser les enjeux du groupe et les domaines de droit dans lesquels ils travaillent. Ensuite, ils doivent proposer des solutions créatrices de valeur. Mais ça ne doit pas s'arrêter là, ils doivent les porter à l'endroit où les décisions se prennent. Et ils doivent escalader s'ils n'y arrivent pas seuls, parce que leur management est là pour prendre le relais le jour où ça ne fonctionne pas. Et avec cette construction à 3 étages et la formulation d'un objectif de résultat très clair, avec des verbes d'action, pour chacun des membres de la filière juridique, on arrive à avoir un alignement au quotidien entre ce que font les juristes et la grande stratégie tout là-haut. Alors justement, vous parlez d'alignement. Il y a déjà un point commun entre vous deux et vos directions juridiques respectives, c'est le nombre de juristes, 450, 500, donc on est quand même sur des tailles conséquentes, voire très conséquentes. Comment vous vous y prenez alors vous individuellement en tant que patronne et patron du juridique dans votre entreprise, mais aussi avec vos équipes, vos managers, comment vous vous y prenez pour justement vous assurer qu'il y a un alignement? Parce que la stratégie c'est une chose, mais la mise en œuvre, on sait que ça en est une autre, et on peut avoir une belle stratégie sur le papier, mais une mise en œuvre un déploiement qui n'est pas bon. Comment vous vous y prenez pour vous assurer que tout le monde est bien embarqué, que vos équipes, vos juristes ont bien compris et incarnent la stratégie d'une certaine manière? Donc vous avez, voilà, c'est quoi vos astuces ou votre méthodologie, je ne sais pas quel est le bon terme, pour vous assurer de ça? Alors, peut-être juste moi, en fait, j'ai mis en place ce que j'appelle un AOSM. Donc j'ai défini une ambition qui s'appelle le Next Level, en fait. Et donc, sur ce biais-là, l'idée, c'est comment effectivement, pour préparer, parce que, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, nous, on a un objectif qui s'appelle L'Oréal for the Future, qui est défini pour le groupe. Et en fait, l'idée, c'était de faire en sorte que comment on prépare la direction juridique pour pouvoir effectivement essayer d'accompagner la transformation de l'entreprise. Et donc ça, c'est l'ambition, c'est le next level. Et sur cette ambition, donc ça c'est le A, on a défini les objectifs.
Et ces objectifs sont très très proches effectivement des objectifs de l'entreprise. C'est notre approche sur la sustainability, c'est le poids de la donnée, c'est le poids de la confiance, c'est comment effectivement on va accompagner les nouveaux business. Vous savez que L'Oréal de plus en plus se porte vers la tech, etc. Donc ça, c'est les différents objectifs, on en a 7. Et ensuite après, sur la base de ces objectifs, on a défini des stratégies principales pour pouvoir essayer de réaliser ces objectifs. Et il y a des mesures qui vont être mises en place. Et l'idée, c'est que l'ensemble de l'équipe contribue, bien sûr, donc à la définition de ces différentes mesures. Et donc, il y a un plan de transformation, il y a un comité de pilotage qui va faire un reporting en fait régulier de l'évolution de nos différentes mesures et pour voir où on en est dans notre ambition. Elle est répétée en fait en permanence, ça c'est aussi important. Hein. Donc, moi j'ai fait en sorte que c'est tout bête, mais en fait, sous chaque signature de chaque juriste, ils ont all together, moving Eagle to the next level, pour que derrière il y ait une appropriation. Et donc ça, c'est un premier élément. Bien entendu, on mesure la performance aussi dans le cadre des objectifs individuels de certains collaborateurs, où tout le monde est aligné, tout le monde est committé en fait pour aller dans ce sens-là. Et puis aussi, c'est important, c'est que moi, j'essaie d'avoir aussi un maximum de flexibilité pour que chacun s'approprie les choses. Alors certes, il y a un cadre qui est défini, mais pour prendre un peu l'analogie du bourgeois gentilhomme, pour moi, c'est vraiment important que, bah oui, est-ce que je contribue au next level dans ce que je suis en train de faire? Et ensuite, après, arriver à monter les bonnes pratiques. Hein, et donc, lorsqu'on a des calls réguliers tous les mois, en fait, avec toute la communauté, bah là, on utilise toujours, en fait, on a toujours un slot qui est déterminé où on va faire part des bonnes pratiques pour que chacun... Voilà, parce que aussi, on est dans une entreprise où on aime le challenge, hein, chez L'Oréal, et donc chacun se sent comité, challenger, tiens, voilà, ils ont fait ça aux États-Unis, bah tiens, voilà, la Chine va essayer de pouvoir aussi, de son côté, montrer leur contribution. Et il y a automatiquement, en fait, un effet voilà, qui est plutôt vertueux pour l'ensemble de l'équipe. Moi, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun, et notamment le fait de donner des objectifs très clairs qui font sens pour que tout le monde soit aligné. Je pense que cette question de savoir si on emmène les équipes, c'est vraiment le défi quotidien d'un directeur ou d'une directrice juridique. On ne peut pas réussir seul. Je dirais qu'une des clés, c'est vraiment d'emmener toute l'équipe managériale avec soi pour vraiment aller chercher toutes les équipes. Donc, il faut s'assurer de ça, d'un vrai alignement au sein de son codir, au sein de l'équipe des managers. Il y en a qui s'alignent tout de suite, qui sont tout de suite très enthousiastes, très engagés, et d'autres pour lesquels c'est moins le cas. Donc en fait, il faut affronter ça, il faut être capable d'en discuter pour lever les freins, les résistances au changement, etc. et emmener tout le monde. Et une fois que les managers sont très alignés, investis, je pense qu'on arrive à franchir une étape qui permet de responsabiliser les équipes pour que chaque membre de chaque équipe s'empare de ça et contribue, se pose la question le matin de savoir comment est-ce qu'il va lui-même pouvoir contribuer à la feuille de route et au projet d'entreprise. Donc il faut vraiment, je pense, faire équipe pour pouvoir emmener tout le monde. Et quand on a réussi à faire ça, à partager le sens, à ce que chacun soit motivé, on arrive à avoir des choses très bottom-up qui sont proposées, des initiatives, peut-être avec un peu de compétition, comme ça, entre les équipes, ça marche bien, c'est vrai, un peu de défi collectif, et c'est ça qui fonctionne. Mais c'est un défi, il ne faut jamais s'endormir, il faut toujours rappeler le sens et emmener pour que ça prenne partout dans les équipes. Alors pour rebondir très vite sur ce point-là, est-ce que ça n'est pas plus difficile, il n'y a pas de présupposé dans ma question, c'est pour amener une réponse, est-ce que ça n'est pas plus difficile quand vos équipes juridiques sont culturellement, de par l'implantation de l'entreprise, etc., dans des pays et des cultures très différentes, divers? Est-ce que c'est plus compliqué ou pas, je vais le dire comme ça, d'aligner justement sur une vision des équipes qui culturellement, ou par leur vécu, leur background, leurs environnements immédiats, sont très différentes? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je dirais que c'est pour ça qu'il faut emmener toute l'équipe managériale, puisque ça va être chaque manager qui va pouvoir, s'il s'approprie vraiment l'objectif, s'il est enthousiasmé par ça, il va pouvoir le refaire à sa manière, en fonction de ses enjeux propres, de sa culture propre, de la culture de ses équipes, et pouvoir effectivement pas reproduire, faire des copier-coller de ce que le chef a demandé, ça c'est la cata, et s'en emparer pour le faire sien. Et donc, voilà, pour moi, la leçon, c'est ça, effectivement. C'est un peu une logique de courroie d'entraînement, en quelque sorte. Ouais. Oui, absolument. Alors, moi, je vois chez L'Oréal, en plus, faire face à plusieurs éléments. Il
il y a une dimension entrepreneuriale qui est très très forte dans les pays et dans les régions. Et donc avec beaucoup d'autonomie que pouvaient avoir les équipes. Donc arriver à les embarquer dans un projet commun, parfois effectivement c'est complexe. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sabine, c'est-à-dire qu'il faut vraiment embarquer le management. Alors ça suppose aussi, et je pense que tu le fais, voilà, on mouille aussi nous le maillot, moi je me fais fort et c'est une obligation en fait d'aller voir les équipes dans tous les continents. Ça fait 2 ans que je suis là, voilà, je voyage énormément pour essayer, voilà, d'une part de dire, parce que pour moi c'est la vision, nous sommes avant tout, et notamment dans les équipes corporate, au service en fait des gens qui sont et des collaborateurs qui sont au quotidien donc dans le business dans les pays, de bien comprendre leurs différentes problématiques pour ensuite après, c'est comme ça qu'on a bâti, parce que à la suite de la transformation, on a une nouvelle organisation en fait, pour qu'elle corresponde véritablement donc aux besoins. Et donc ça suppose aussi, voilà, aller porter le message, écouter, être en constante en fait relation avec nos différents collaborateurs dans les pays, et d'embarquer des managers pour que, bien sûr aussi se sentent aussi comptables, de se dire voilà, on est plus fort à plusieurs, on est toujours plus fort à plusieurs en fait, et cette ambition qu'on a définie, moi je suis super excité de voir que maintenant tout le monde est embarqué, et on le mesure, parce qu'effectivement on ne fait pas cette transformation pour se faire plaisir, et donc on le voit automatiquement, l'impact. Je pense que c'est pareil, on a tous maintenant des mesures d'indice de confiance, etc. au sein des équipes, et c'est intéressant d'avoir les résultats qui sont associés. Alors là on a échangé sur votre rôle, vous, vos managers juridiques, vos équipes, etc. Dans un autre sens, si je puis dire, comment vous vous assurez que dans les échanges que vous avez avec votre CODIR, votre COMEX ou les autres acteurs, autres directeurs ou directrices de l'entreprise, comment vous vous assurez que le droit a la place qu'il doit avoir dans l'entreprise, que vous êtes écouté comme vous devez l'être par rapport aux enjeux de l'entreprise, sachant que ce n'est pas forcément facile tous les jours si on considère que dans l'entreprise, le droit n'est pas la préoccupation unique première de la boîte. Donc comment vous y arrivez ? Alors pour moi, ce qui est essentiel sur ce sujet-là, c'est vraiment une de mes priorités, si ce n'est la première, c'est d'avoir des juristes aux côtés des décideurs quand et où les décisions se prennent. Donc il faut avoir des représentants de la filière juridique dans tous les CODIR, dans tous les conseils d'administration. Quelle que soit l'organisation, il faut être là au moment où la décision se prend. Et quand on fait partie du collectif d'une BU, d'une filiale, d'un métier, du collectif qui prend les décisions, en fait on s'assure que la culture juridique est là, on fait équipe avec les décideurs pour les aider à prendre les meilleures décisions, évidemment en écoutant leurs enjeux, en se les appropriant. Et puis les objectifs que j'ai donnés là tout à l'heure en disant que chaque juriste devait maîtriser, proposer des solutions créatrices de valeur et les porter pour convaincre, on se les donne à tous les niveaux. Donc moi aussi, je me fixe cet objectif. Le secrétaire général qui est membre du COMEX se le fixe aussi. Et on considère qu'on n'a pas atteint notre résultat si on n'a pas convaincu. Donc on est tous engagés dans et motivés par cet objectif qui consiste à convaincre. Convaincre, ça ne veut pas dire convaincre de ne faire que du droit, c'est pas du tout ça. C'est trouver la meilleure solution qui aide le métier en créant un maximum de valeur. La création de valeur, c'est de la création de valeur dans la durée, qui sécurise, mais qui ne tue pas les opportunités du business et au contraire qui les permettent de se développer et d'éclore. Et donc voilà, cette capacité à convaincre quand les décisions se prennent, c'est le moyen. Après, il y a tout un tas de gadgets, on peut communiquer par tous les moyens possibles et les plus modernes possibles, mais fondamentalement, si on est là quand les décisions se prennent, le groupe a une bonne culture juridique. Oui, je partage tout à fait. Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel qui arrive et qui va décréter. Alors voilà, on est capable de résoudre tous les sujets, et parce qu'on est directeur juridique, on doit être au plus proche du dirigeant. Je pense que ça se crée autour de la confiance et de la création de valeur qu'on est capable de faire. Et d'autant plus qu'on le sait très bien, les cultures des entreprises sont différentes sur la façon, sur l'approche juridique. Il faut vivre avec l'historique, la structure de la société, enfin bon bref, et la culture du dirigeant aussi qui est déterminante. Là, en fait, nous, par exemple, on a autour de la création de valeur,
Builder, on a lancé ce concept de la création de la confiance, d'être celui qui va, la direction juridique va être le constructeur, le builder, en fait, pardon, parce que c'est en anglais, mais en fait, c'est autour de la notion de trust builder, et donc sur lequel on travaille pour qu'on soit perçu, donc ça aussi, c'est à la suite aussi d'échanges avec le business, etc., et aussi les autres fonctions support, que ce soit la finance, bien entendu, la HR, etc., de cette notion de trust builder. Nous créons les conditions de la confiance. Bien entendu, on n'a pas le monopole de la confiance. Un directeur financier doit être aussi, bien sûr, dans la confiance. Un directeur IT sécurité doit être dans la confiance. On n'a pas le monopole de la confiance, mais on a donc travaillé autour de ce concept de trust builder. Et chacun est en train, on a mis en place maintenant des KPIs, qui sont plus des KPIs, en fait, donc pour voir effectivement la valeur de ces indicateurs. Et on est en train de le mesurer. Et en fait, auprès du business, on voit très bien, on est en train, c'est toute une transformation qui nous permet très clairement de dire, voilà, quels sont les éléments qui vont permettre aux différents acteurs de l'entreprise, à tous différents stakeholders, parce que ça dépasse même parfois, parce que c'est aussi les fournisseurs, les actionnaires, etc., comment on va réussir à créer ces conditions de la confiance. Ça, c'est un élément qui est très fort pour nous. Et derrière, il y a même un sous-jacent. On va aller, sans anticiper les prochaines questions, mais aussi, donc, quelles sont les conséquences aussi sur la transformation des skills, en fait, des lawyers, tenant compte, en fait, de cette notion de constructeur de la confiance. Donc, merci à tous les deux. Alors, justement, Alexandre, tu étais en train d'évoquer la création de valeur et comment est-ce qu'on peut mesurer ce que la filière juridique ou la fonction juridique amène à l'entreprise. Ça va nous permettre d'aborder, là, dans quelques instants, en fait, les opérations de la direction juridique, puisque pour créer de la valeur, à un moment donné, il faut mettre en place un certain nombre de petites briques ou de grosses briques et de processer tout ça pour atteindre un résultat, sans vous demander de livrer de secrets d'affaires ou de secret know-how, pour reprendre un vocable anglo-américain. Qu'est-ce que vous essayez de mesurer, justement, que ce soit en termes de performance ou en termes de valeur? C'est quoi, pour votre fonction juridique, les indicateurs qui sont vraiment très importants et qui vous permettent de convaincre vos dirigeants respectifs que le rôle de la fonction juridique ou de la filière juridique, il est très important? Alors nous, on a deux types d'indicateurs, mais bon, c'est vraiment une question délicate, parce qu'on n'est pas des commerciaux avec un chiffre d'affaires ou une marge qu'on peut mesurer facilement. Donc on sait que c'est une question difficile pour toutes les directions juridiques. Donc on a deux types d'indicateurs. On a les indicateurs sur ce qu'on apporte vraiment au business et des indicateurs qu'on fait porter sur nous-mêmes, sur notre orga. Pour ce qu'on apporte au business, il y a ce qu'on fait gagner quand on gagne un contentieux ou ce qu'on évite comme perte ou comme risque au groupe quand on gagne un contentieux. Alors, il y a les contentieux indemnitaires, par exemple, avec des montants cash, et il y a d'autres contentieux comme sécuriser une autorisation de produire pour une centrale nucléaire, par exemple. Donc ça, on permet à la centrale de produire pendant des années. Ça crée énormément de valeur. Donc ça, c'est mesurable assez facilement. Ce qui est plus difficile à mesurer, c'est la valeur qu'on apporte quand on négocie bien un contrat ou quand on délivre une analyse un peu sophistiquée sur la régulation applicable à une activité, sur le business model d'une activité, les enjeux de concurrence, etc. C'est beaucoup plus difficile puisqu'on ne peut pas le quantifier. Et donc là, ça rejoint un peu, je pense, ce qu'Alexandre a fait. Ce qu'on mesure, c'est plutôt la satisfaction de nos clients et on leur pose des questions vraiment tournées création de valeur. Est-ce que le juriste propose une solution de création de valeur? Est-ce qu'il l'a porté au bon moment, à temps? Est-ce que j'ai pu prendre la bonne décision grâce à lui? Et donc, en fait, c'est très quali et non pas quanti. Mais c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé, nous, pour mesurer cette création de valeur. Je pense que c'est très proche de oui, c'est très proche. Et je partage surtout ce que tu as dit au tout début, qui est pour moi essentiel. C'est-à-dire que moi aussi, à un moment donné, dans ma carrière, j'ai cru qu'on allait pouvoir gérer un PNL, en fait, quand on était directeur juridique d'une large équipe. Non, c'est pas ce qu'on nous demande. On restera de toute façon un centre de coûts. En revanche, c'est important aussi, dans la gestion de nos coûts, d'être très professionnel. On pense bien entendu au panel des cabinets d'avocats, la façon dont aussi on va gérer nos différents outils digitaux, faire en sorte qu'on arrive aussi un peu à s'adapter à des outils plutôt trop communs, plutôt d'essayer en permanence de chercher finalement l'exceptionnel. Et puis aussi, et ça pour moi c'est un élément important, c'est de faire en sorte que voilà, les revues budgétaires soient faites pas simplement au niveau du top management. Moi, j'essaye d'avoir une transparence, en fait, absolue avec les collaborateurs. By the way, ça fait partie aussi du motto qu'on a mis en place dans notre transformation, c'est transparence, proximité et enthousiasme. Et dans la transparence, pour que les gens
les collaborateurs comprennent effectivement voilà, comment ça fonctionne, en fait, qu'on n'ait pas l'impression que à la fois il y a des choses cachées, mais aussi que bien entendu il y a un chèque en blanc pour quasiment toutes les ventes. Donc c'est important de pouvoir responsabiliser les collaborateurs par rapport à ça. Et puis dans les éléments de création de valeur, il y en a un qui est quand même déterminant, et c'est ce que disait Sabine, c'est de faire en sorte qu'on n'en détruit pas. Et ça aussi, ça peut paraître tout bête, mais de rappeler ça en fait, et dans les esprits de mission. Et puis, eh bien, aussi, on a lancé, qui est très important, un Customer Satisfaction. Et ça, en fait, là aussi, avec un objectif concurrentiel aussi entre les différentes équipes, mais de faire en sorte qu'on va le mesurer. Alors, on en est qu'à, c'est la première année qu'on l'a fait, mais moi, en fait, mon objectif, c'est que chaque année, on voit la progression, et c'est un outil de communication. C'est un point qu'on a fait aussi, qu'on a lancé avec les équipes. Je suis vraiment un travail exceptionnel qui a été fait par une collaboratrice. En fait, on a fait un rapport d'activité de la direction juridique. Et là encore, c'est un super moyen de communication auprès du top management de ce que font les équipes, fierté des équipes. Donc chaque pays, etc., ils ont pu présenter ça dans leur CODIR, etc. Et donc ça, c'est un effet très vertueux qui montre justement de façon globale quelle peut être la valeur de la direction juridique. Alors je rebondis juste sur ce point. C'est vrai qu'on a lancé, nous, depuis 3 ans, ces enquêtes pour mesurer la création de valeur, l'impact de chacune des équipes. Et c'est vrai que c'est un excellent outil de communication parce qu'en fait, ça permet de convaincre les métiers que leur besoin est au centre de nos préoccupations. Donc, au-delà même de la mise en valeur des équipes, ça provoque un alignement toujours plus fort entre les métiers et les juristes, une intégration toujours plus forte. Et donc, c'est vraiment très précieux pour créer de la valeur. Et puis, alors, peut-être pour revenir aussi sur les indicateurs propres aux directions juridiques, les indicateurs plus internes. Donc, on suit évidemment aussi les coûts internes, externes. Et on a aussi des indicateurs qui sont tournés autour de la gestion humaine de nos ressources, de nos talents, avec des compétences clés, des domaines en tension dans lesquels on sait que c'est extrêmement difficile de recruter ou de garder les équipes. Et donc, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de nous assurer que dans ces domaines qui sont absolument clés pour la constitution de nos équipes, les choses se passent comme elles devraient se passer, qu'on arrive à attirer et à retenir les talents. Et si jamais ce n'est pas le cas, pour pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires et se mettre en action dans ces domaines-là. Alors justement, dans ces capacités à... Alors non seulement à mesurer ce que vous apportez à l'entreprise, que ce soit de la valeur créée ou, comme Alexandre le disait, de la valeur dont la destruction est évitée, dans la mise en œuvre de l'ensemble de la coordination de toutes les ressources dont vous disposez, ce qu'on appelle maintenant les legal operations, même si ça existe depuis des années, mais pas forcément sous cette appellation-là. Est-ce que vous avez senti un vrai changement, une vraie professionnalisation de la gestion de cette question-là? À savoir, on a des ressources, on les organise, on les gère, on les déploie pour atteindre des résultats qu'on est capable d'une façon ou d'une autre de mesurer et de partager à nos parties prenantes. Parce que ce n'est pas forcément une interrogation qui était aussi aiguë il y a quelques années. Oui, alors peut-être pour rebondir, je pense que ça fait partie de la professionnalisation des directions juridiques. Et en effet, aujourd'hui, d'avoir des gens qui sont dédiés en fait aux opérations, donc en fait ce que j'appelle moi les propres ressources de la direction juridique. Et ça, c'est essentiel. Nos outils, faire en sorte, nos formations, ce genre de choses. L'animation aussi de la communauté, c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'ai une personne qui s'occupe de l'animation, une personne qui s'occupe des opérations, donc véritablement nos différents outils, qui fait l'interface avec le monde IT, etc. Pour essayer d'avoir des outils communs. Parce qu'en fait, souvent, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives qui peuvent être prises de façon locale, qui ne sont pas forcément partagées. Alors là, on peut totalement optimiser. Le mot synergie n'est pas un mot grossier. Au contraire, en fait, c'est comment on va faire bénéficier l'ensemble de la communauté, moi j'aime beaucoup cette expression, l'ensemble de la communauté, des différents outils, des bonnes expertises, des bonnes expériences qui sont menées en fait au niveau local. Et ça, effectivement, une personne qui fait des opérations, c'est déterminant. Aujourd'hui, on sait très bien, on a tous sur notre bureau la question de l'intelligence artificielle. Et bien là, en fait, l'approche... Alors, c'est vrai que je ne veux pas briser les initiatives individuelles. Ça, c'est toujours important que tout le monde, et on en a parlé tout à l'heure, ait la possibilité de prendre des initiatives, etc. Mais c'est important aussi qu'on ait une certaine cohérence dans l'utilisation de certains outils. Et là, les opérations, le fait que ça soit concentré, en fait, et en tout cas qu'il y ait un ownership qui soit dédié par rapport à ça, ça permet justement à la fois d'avoir de la cohérence, mais aussi
d'avoir un outil qui va être totalement adapté à la direction juridique ou pas. Parce qu'en fait, on peut se dire, bah, tiens, finalement, on a essayé, c'est peut-être pas déterminant, c'est peut-être pas le moment. Et ça, c'est important. Et c'est là où il y a eu cette professionnalisation, en effet, des directions juridiques. Ouais, alors je partage totalement. Donc, avec tous ces objectifs de cohérence, tout en laissant place à l'initiative privée, je pense que ce que nous apportent aussi toutes ces ressources dédiées aux opérations, aux animations de filière, en fait, c'est la cadence. La transformation, ça demande un effort permanent. Et on a tous beaucoup de travail, on sait, dans les directions juridiques. Et donc, si on n'y prend pas garde, on pourrait au quotidien mettre un peu de côté tous ces sujets de transformation, de création de valeur, d'aller voir les clients pour leur demander si on crée suffisamment de valeur. En fait, tout ça, ça prend du temps et ça demande de l'énergie. Et donc, en fait, ces ressources-là, à la fois, elles nous aident parce qu'elles font beaucoup de choses elles-mêmes, et en plus, elles stimulent, elles cadencent tous les travaux, elles alignent les différentes équipes pour permettre d'avoir une dynamique commune au sein de la filière. Et donc, c'est en ce sens, je pense qu'elles nous aident à avancer et à transformer toute la filière juridique. J'insiste aussi beaucoup sur le fait qu'il faut qu'elle markete un maximum toute la communication. Donc on trouve des petits slogans chaque année. Donc une année, notre grand slogan c'était faire équipe. L'année suivante, c'était chercher l'impact. L'année suivante, gardons le rythme. Voilà, on a des petits slogans année par année. Alors ils sont en français parce qu'on est peut-être un peu plus français au sein du groupe EDF, même si on a des implantations un peu partout. Et donc voilà, c'est vraiment ce cadencement et cet effet d'entraînement qui est un vrai soutien pour tous les managers et ça permet d'embarquer tout le monde dans cette nouvelle culture. Dans cette transformation, vous en avez parlé tous les deux, il y a évidemment le recours à des solutions technologiques, alors des outils, bon, je n'aime pas forcément personnellement beaucoup le mot outil parce que parfois c'est plus impactant qu'un simple outil, notamment quand on parle de l'intelligence artificielle. Comment ça se passe là encore dans vos directions juridiques respectives? Est-ce que vous décidé de développer, d'avoir un plan de digitalisation qui est venu se plugger, si je puis dire, sur le plan de digitalisation de l'entreprise en général, ou est-ce que ça s'est fait de façon plus autonome, là encore dans vos fonctions juridiques respectives, selon vos besoins et là où vous voulez aller? Donc est-ce que c'est par petits pas? Est-ce qu'il y a un grand plan, mais on y va quand même par étapes? Comment ça se passe? Si tu veux, j'y vais. Un peu des deux. Je pense qu'il faut d'abord toujours chercher vraiment à répondre à la question de savoir à quel besoin on répond. S'agissant de tous ces outils, il ne faut surtout pas faire de l'outil pour l'outil ou céder trop vite au mode. Donc fondamentalement, avant de se lancer dans un développement, soit d'un outil développé par ailleurs dans l'entreprise qu'on utilise nous aussi au sein de la filière juridique, soit d'un outil propre, il faut vraiment systématiquement se poser la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle, à quel besoin on répond et si c'est le meilleur moyen de répondre aux besoins, si le temps et le coût que ça demande seront inférieurs à la valeur que ça créera. Et toutes ces questions-là, elles sont absolument fondamentales. Donc on fait un peu les deux. On s'est trompé déjà. Pour rebondir sur un legal changer, c'est quelqu'un qui prend des risques. On a lancé un chatbot il y a quelques années de ça, qui m'avait eu d'ailleurs il a pris l'innovation de la direction juridique il y a quelques temps. Et ben, il se trouve que notre chatbot, on était peut-être un peu en avance de phase. C'était vraiment un bébé robot aux prémices de l'intelligence artificielle. Il n'a pas créé assez de valeur, donc on a fini par décider de l'arrêter. Je peux me permettre de t'interrompre, Sabine, très, très rapidement. Mais malgré tout, est-ce que ça n'a pas permis d'augmenter l'acculturation des équipes moi, je juridiques à la regrette pas technologie? du tout d'avoir lancé ce chatbot. C'était vraiment génial. Ça a embarqué plein de monde et tous les gens étaient une partie des équipes était très très embarquée dans ce projet, une partie moins. Donc ça fait partie des enseignements d'ailleurs, le fait que c'est important d'embarquer tout le monde. Et puis voilà, on a essayé, on a échoué, c'est pas grave. On essaiera autre chose et ça marchera peut-être. Et puis s'il y a un nouvel échec, c'est pas grave non plus. C'est comme ça qu'on se transforme. Et donc on apprend toujours quand on n'y arrive pas. Et donc on se relancera dans d'autres projets mieux et plus forts de cette aventure et de cette expérience. Et s'agissant de l'IA, pour l'instant, on est à regarder ce que les projets d'IA au sein du groupe qui seront développés pour les autres métiers du groupe peuvent nous apporter. Donc on a des usages très classiques de production, de messages, de production de documents, etc. qui pourraient nous aider. Et ce sur quoi, pour le coup, on regarde vraiment les choses avec recul, et j'y tiens, ce serait tous les outils propres. Pour moi, il y a une question fondamentale autour de ça, c'est de savoir sur quelles données on s'appuie. On a évidemment, comme au sein de toute direction
direction juridique des sujets de confidentialité. Et l'IA est puissante et forte et délivre de la valeur quand elle s'appuie sur des données de qualité. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions, à la fois pour savoir à quels besoins on pourrait répondre, sur quelles données on s'appuierait pour utiliser des outils propres à la filière juridique qui pourraient produire des documents juridiques ou nous aider au mieux dans notre métier de juriste. Alors je profite avant qu'Alexandre rebondisse pour poser cette question-là justement par rapport à l'IA ou aux IA. Est-ce que vous pensez ou pas l'un et l'autre que comment vous voyez le rôle, la place de la fonction juridique dans l'entreprise par rapport à l'IA? Est-ce que c'est il faut qu'on suive un mouvement qui est décidé au niveau global de l'entreprise et puis chacun dans sa fonction, dans sa BU, dans son métier, regarde ce qu'il peut en faire? Mais finalement, est-ce que la direction juridique ne peut pas avoir un rôle moteur dans ces questionnements et dans ces choix-là, peut-être plus que d'autres fonctions, parce que il y a les besoins métiers, mais il y a aussi par définition et par nature, dès le départ, des questionnements juridiques sur si on y va, quels risques on prend, etc. Mais c'est sûr, il y a les deux. Il y a l'IA pour nous, et puis on reste juriste, et dans tout projet d'entreprise, de toute façon, il y a toujours une dimension juridique. Et donc on est là aussi pour sécuriser tout ce que le groupe fait dans le domaine de l'IA. Enfin, je suppose que c'est pareil. Oui, voilà, exactement. Alors moi, sur l'IA, j'ai une vision, je pense que c'est avant tout une commodité qui est très utile, comme tu l'expliquais très justement, notamment pour le travail au quotidien. Je suis plus dubitatif ensuite après, s'agissant particulièrement des juristes, des éléments complémentaires de création de valeur que ça va entraîner. Ça, pourquoi? Tout simplement parce que moi, en fait, je suis assez pragmatique par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de marché. Et en fait, c'est comme pour les legal tech, pardon, je sais que je ne suis pas populaire en disant ça, mais c'est un tout petit marché, le marché juridique. Et donc, en fait, les grands éditeurs ne regardent pas. Et donc, ça nous force aussi, nous, dans notre réflexion, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Sabine, à plutôt essayer de voir sur des outils de tronc commun comment, finalement, on peut insérer la direction juridique. Moi, je suis désolé, les fonctionnalités de Teams, et ça fait partie des choses que j'ai demandé, en fait, je suis en train de reskiller tous les lawyers du groupe. On s'aperçoit qu'on en utilise 20 à 30%, les fonctionnalités différentes. Donc, maîtrisons déjà, d'une part, les outils communs. Donc, il y a ça. Et puis, en revanche, effectivement, c'est une opportunité, si je puis dire, pour les juristes sur l'utilisation qui va être faite de l'IA. Nous, particulièrement, ce qui nous touche, c'est dans la protection de nos assets, nos marques, nos visuels, nos logos, etc. Et l'utilisation qui est faite par les directions marketing, en effet, d'éléments qui permettent une créativité quasiment sans fin. Mais effectivement, il faut toujours se poser la question de l'origine de la propriété, etc. Je ne pense pas que l'IA soit un enjeu de data privacy, moi, personnellement, parce que tout ça, c'était maîtrisé de toute façon, et merci GDPR. Là, le vrai sujet, c'est la protection du patrimoine informationnel, et comme tu le disais aussi, bien entendu, mais ça, c'est pas de la privacy, c'est le problème de l'accès, en fait, à la donnée. Et là, on est plus sur les sujets qui peuvent être notamment des sujets de concurrence et donc de confidentialité. Mais voilà, pour moi, c'est assez tronc commun, on utilise un maximum d'outils, on peut avoir des besoins spécifiques, et nous on l'a fait typiquement par exemple sur le droit des sociétés, etc., parce que là c'est de l'investissement long terme, mais voilà, soyons malins, utilisons un peu les outils de tronc commun, et puis ensuite après, on peut essayer de développer des outils spécifiques, et puis sur l'IA, voilà, une commodité, et puis en revanche, là il faut savoir comment ça marche, et c'est vrai que faire en sorte, pour moi, pardon, sans être trop long, c'est qu'il faut désacraliser certaines choses. Et c'est difficile, en fait, à 50 ans, de se remettre à faire un fichier Excel, quand on n'a jamais fait d'Excel. Et donc ça, en fait, il faut être capable de dire, prompter, en fait, effectivement, quand on a 50 ans ou quand on a 20 ans, c'est pas la même chose. Or, on fait face à ça, en fait, dans nos populations. On a des écarts d'âge, en fait, qui sont très importants. Et en fait, le digital est magique parce qu'il crée des usages de dingue, mais il peut être très excluant, en fait, dans le même temps. Et donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et donc, déjà, connaître l'outil, on en revient un peu à ce qu'on disait, connaître son entreprise, ses chiffres, ses produits. Là, c'est pareil. À partir du moment où on va comprendre un peu comment fonctionne l'IA, déjà, en tant qu'utilisateur, donc peu d'ambition au départ, mais ça permet aussi de franchir tranquillement les étapes. Alors ça fait le lien avec le dernier point dans le peu de temps qui nous reste, puisque l'horloge, la montre tourne comme on dit, de faire le lien avec ce qui, de mon point de vue, et alors tout le reste est important effectivement, mais ce qui je pense reste l'élément le plus important, c'est le management des talents dans ces équipes. Parce qu'on peut avoir tous les outils, toutes les solutions technologiques du monde, si on n'a pas les bons talents, ça va être un peu compliqué d'avancer là où on veut aller. Donc, je vais vous poser une question qui est, je pense, très, très, très claire, enfin j'espère.
EDF, L'Oréal, voilà, deux très belles marques, deux très grandes entreprises. Je pense que ça parle à beaucoup de jeunes ou moins jeunes juristes qui voudraient aller travailler chez vous. Après, comment faites-vous pour garder ceux que vous avez envie de garder? Je pense qu'ils sont nombreux et nombreux. Rétention des talents, comment vous faites pour les garder? Et en même temps, ça a été déjà un petit peu évoqué, vous assurer que ces juristes vont avoir les compétences qu'il faut dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est du pilotage, de la gestion de carrière, du développement professionnel. Je sais que ce n'est pas toujours évident, surtout dans des DJ de votre taille. Vos martingales, vos astuces, vos... Le premier élément qui permet à la fois d'attirer les talents et de leur donner envie de rester dans l'entreprise, c'est le sens de leur action quotidienne. On a la chance chez EDF de travailler dans un domaine qui est au cœur de la transition énergétique. L'électricité va jouer un rôle cœur dans cette transition. Donc on a plusieurs missions au sein du groupe EDF, à la fois de concourir à l'électrification des usages dans le domaine de l'industrie, des transports et du bâtiment, dans le logement de chacun. On a aussi vocation à produire une électricité bas carbone, nucléaire renouvelable. Et en faisant cela, on va jouer un rôle fondamental dans la transition énergétique en France, en Europe et dans le monde, partout là où on est présent. Et donc ça, ce sens de l'action du groupe EDF, c'est vraiment une puissante motivation pour l'ensemble des équipes. Donc il y a ceux qui sont vraiment, qui ont cette motivation chevillée au corps. Il y a ceux pour qui il faut peut-être le rappeler davantage. Donc un premier moyen, c'est en permanence de rappeler cette stratégie et le rôle qu'on joue. Donc ça, en fait, ça rejoint les premiers sujets qu'on a évoqués tout à l'heure. Le deuxième levier, pour moi, c'est la responsabilisation des équipes. Une fois qu'elles ont bien adhéré à la feuille de route de la direction juridique, qu'elles sont convaincues que la direction juridique joue un rôle pour la réalisation du projet d'entreprise, c'est en fait de donner à chacun suffisamment d'espace pour prendre des initiatives, pour être responsabilisé. Responsabiliser, ça veut dire à la fois responsabiliser sur l'atteinte des objectifs et ensuite responsabiliser au sens autonomie de prendre des initiatives et d'avancer et d'être persuadé chaque matin qu'il peut créer de la valeur. Alors ça, c'est le monde idéal quand tout se passe bien. Évidemment, il y a aussi des sujets qui peuvent frotter. Il peut y avoir parfois des sujets des rémunérations, des tensions sur les effectifs, des tensions sur la charge de travail. Et donc, pour retenir et attirer les talents, c'est un boulot managérial. En fait, il faut vraiment faire équipe. Il faut que les managers soient au plus près des équipes dans la durée pour répondre à tous ces besoins. Un des enjeux clés quand on est confronté à une charge de travail croissante, c'est de réussir à prioriser et donc d'aider les équipes, quand elles n'y arrivent pas seules, à prioriser sur les bons enjeux pour arrêter de faire ce qui crée moins de valeur. C'est difficile de prioriser, c'est du changement, ça frotte, mais c'est aussi ça qui permet de répondre à la fois à cette question de la charge qui parfois est un irritant et de convaincre chacun qui joue ce rôle majeur par rapport au sens de l'action du groupe et donc le sens de son action. Et donc pour moi, c'est partage de sens, travail de l'équipe managériale et en fait, c'est un défi quotidien que de motiver toutes les équipes dans la durée. Alors nous, c'est vrai que chez L'Oréal, il y a l'aspect paillettes, luxe, qui fait toujours un peu rêver. Mais c'est vrai que moi, je ne viens pas du tout de cet environnement. Et au départ, j'étais peut-être un peu dubitatif sur le côté dopamine que peut avoir la beauté. Mais dans le monde dans lequel on est, parfois, effectivement, ça bossait. Vous savez que notre raison d'être, c'est la beauté qui fait avancer le monde. Et je crois que l'entreprise a cette raison d'être, en fait, chevillée au corps. La façon dont elle opère, moi, c'est ce qui m'a surpris, en fait. Nos engagements en matière de sustainabilité sont incroyables. Nos engagements en matière de diversité, d'inclusion. L'Oréal est vraiment exceptionnel. Et ce n'est pas simplement des déclarations. Et je le vis au quotidien, et ça, c'est très impressionnant. Et donc ça, effectivement, ça peut être une des raisons pour lesquelles on se dit, ben voilà, je contribue dans mon quotidien, et pour reprendre, effectivement, le sens de son action. Au-delà de ça, pour moi, en fait, et ça fait partie des obligations majeures de mes direct reports, de l'équipe de management, c'est une obligation fondamentale de développer ses collaborateurs. Bon, en fait, voilà, quand on a 50 ans, dans l'absolu, c'est pas qu'on n'a plus rien à prouver, mais ça doit être obsessionnel. Non, parce qu'il reste quelques années encore. Oui, certes, mais c'est obsessionnel de pouvoir développer ses collaborateurs. Et je pense que c'est ce qu'attendent effectivement nos différents collaborateurs. Pour ça, il faut accepter aussi que maintenant, on peut être aussi des étapes dans leur carrière professionnelle. Moi, je ne suis pas obsédé, en fait, à faire de la rétention. Je suis obsédé à les développer. Pourquoi ? Parce que j'aurais échoué, et on aurait échoué collectivement, si demain, ils vont sur un projet moins bien.
Ça peut être un choix, mais s'ils vont quelque chose où ils vont en grandir encore, tant mieux, ça veut dire qu'on a fait notre boulot. Mais donc, obsession, et c'est pour ça qu'on a lancé cette plateforme qui s'appelle Skills for the Future, où l'objectif, c'est de pouvoir, en permanence, en fait, former nos différents collaborateurs. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous, on a créé ce motto de transparence, proximité, enthousiasme, et ça, c'est un vrai changement de culture. Être transparent, il faut se dire les choses. Qu'est-ce qu'on gagne du temps dans la vie, en fait, et on gagne de l'énergie, et on perd de l'énergie négative, justement, à se dire les choses, être transparent. Et je pense qu'effectivement, c'est différentes générations, je l'évoquais, la génération qui nous rejoint aujourd'hui dans l'entreprise, elle a besoin de cette transparence. La proximité, moi je crois que c'est essentiel en fait, de pouvoir justement être en permanence disponible, pouvoir réussir à faire ce maillage de génération, parce que souvent en fait il n'est pas fait à la maison, et donc en fait on a une mission qui est nouvelle aussi, de le faire dans l'entreprise. Et puis tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et on essaye, même si effectivement peut-être on a peut-être un petit peu plus parfois de moyens que dans d'autres organisations, on essaye de le faire avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça, je crois aussi, ça reste qu'un job, certes, mais essayer de faire en sorte que lors du projet commun, ce projet collectif, on le fasse tout de même avec un peu de fun. Voilà. Ouais, je rebondis là-dessus. C'est vrai que c'est une dimension peut-être qui manquait dans ma réponse. Au-delà des dimensions de sens et de l'accompagnement des équipes au quotidien pour être sur les bons enjeux, je pense que cette dimension d'être ensemble, de prendre du plaisir ensemble à travailler, elle est absolument fondamentale. Faire équipe pour atteindre un but commun, pour construire les résultats de la filière juridique ensemble, c'est absolument fondamental. Les rencontres entre équipes, elles sont fondamentales. On fait des séminaires réguliers pour réunir tout le monde. Les équipes de plus en plus aussi prennent des initiatives de rencontres croisées quand elles ont des sujets business communs ou des sujets juridiques communs. Et donc tous ces moments ensemble, c'est ça aussi qui fait que les gens seront motivés pour travailler dans la durée et qu'ils auront des étoiles qui brillent dans les yeux quand ils viennent le matin au travail. Merci vraiment infiniment à tous les deux. Cet entretien croisé touche à sa fin. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant des minutes et des minutes et des minutes pour échanger sur ces questions passionnantes et d'autres qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Moi, j'aurais juste une dernière question pour tous les deux, sachant qu'il est évident que vous êtes enthousiastes et passionnés à la fois par votre métier, ce n'est pas une surprise, et par votre entreprise. Bon, ça n'en est pas une non plus. Maintenant, si on se projetait dans un ailleurs, quel est le métier que vous auriez aimé faire si vous n'aviez pas fait le métier que vous exercez aujourd'hui ? Alors moi, j'aurais aimé être astrophysicienne. Donc c'est effectivement complètement différent. Toute petite, j'ai été assez intriguée et fascinée par la notion d'infini. Et donc j'aimerais vraiment mieux comprendre tout ce qui se passe là-haut. Donc je pense que j'aurais beaucoup aimé exercer ce métier totalement différent. Alors moi, j'aurais adoré être médecin. Mais je crois que j'ai quand même un peu trop peur. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais je me suis dit, je vais dire autre chose. Et en fait, qui aussi correspond à un moment donné de sa vie. Moi, c'était plutôt philosophe. Voilà. Et pourquoi ? Parce que c'est un peu lié aussi à ce qu'on a dit. Il y a cette curiosité, en fait, cette croyance en l'homme aussi, qui est très forte, et cette capacité à vouloir un petit peu toujours s'interroger sur les choses, pour faire face aussi au doute. Et quand on est directeur juridique, parfois on doute, on est seul dans sa prise de décision. Et puis, en fait, on s'aperçoit, et ça c'est un peu la recette, que la plupart du temps, c'est le bon sens qui l'emporte. Voilà. Beau mot de la fin, entre l'infini, l'infiniment grand et le bon sens. Encore merci à tous les deux. Et puis à très bientôt. Merci Christophe. Merci.